De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Samuel Gembok, Jemal Taleb et Malik Acher. Tout de suite, le dossier du jour. Le karité est le quatrième produit d'exportation du Burkina Faso. Il constitue une source importante de revenus pour les femmes qui occupent une place centrale dans la chaîne de fabrication. Aujourd'hui, le beurre de karité burkinabé est prisé par l'industrie cosmétique pour sa qualité. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, le karité occupe environ 28% de la superficie du territoire. Chaque année, environ 850 tonnes de noix de karité sont produites et plus de 250 tonnes de beurre de karité sont transformées. C'est un produit qui procure des revenus substantiels aux producteurs ruraux, notamment les femmes. Ainsi, plus de 500 000 femmes issues des milieux ruraux vivent de ce produit. Mais l'exploitation du karité au Burkina est restée pendant longtemps traditionnelle. De nos jours, il est d'une grande valeur ajoutée dans les échanges commerciaux et participe au réajustement de la balance commerciale du pays, et cela grâce à une organisation. Le karité, appelé l'or vert des femmes du Burkina, est le quatrième produit d'exportation après l'or, le coton et le bétail et représente plus d'1% du produit intérieur brut. Le beurre extrait des amandes de karité est utilisé en milieu rural comme matière grasse en cuisine, dans la pharmacopée traditionnelle et les soins du corps. Dans les zones urbaines, il est utilisé à 25% des ménages comme huile de cuisine. Les recettes générées par la filière karité sont estimées à plus de 28 milliards de francs CFA. Comment est organisée cette filière? De quel accompagnement gouvernemental bénéficient ces acteurs? Que faut-il faire face à la rarification de la matière première? Plusieurs coopératives de femmes travaillent dans cette filière karité au Burkina Faso. C'est environ 1700 organisations professionnelles qui s'y investissent. La filière s'est professionnalisée au fil du temps et se positionne comme un levier de développement et d'épanouissement des femmes. De la collecte à la transformation, c'est une chaîne de production dans laquelle interviennent plusieurs femmes. Pour produire du beurre, il faut d'abord trier les amandes. Trier, c'est dire enlever les amandes qui ne sont pas bonnes pour avoir du beurre vraiment de haute qualité. Après le tri, il faut passer au lavage. Et quand on finit de laver correctement, on fait du concassage. Concasser, c'est rendre les amandes en petits morceaux. Et après, nous ferons une torréfaction de ces amandes-là. Mais avant ça, il faut les sécher correctement avant de passer à la torréfaction. Et après la torréfaction, nous faisons la mouture pour avoir la pâte. Une pâte brune, et c'est avec ça que nous allons baratter et sortir l'émulsion du beurre. Le karité est un secteur stratégique pour le pays des hommes intègres. Sa structuration, mais aussi sa professionnalisation est une priorité pour les autorités du pays car il représente environ 1% du produit intérieur brut. Quand vous regardez de la collecte à la transformation et à la commercialisation, vous avez depuis la collecte des millions de femmes qui rentrent en compétition. Quand vous prenez les unions, les groupements dans les régions, dans les provinces qui sont sur le beurre de qualité, alors nous avons vraiment une joie de savoir que beaucoup de femmes bénéficient de cet accompagnement. Et pour ces femmes qui y travaillent, ce sont des sources de revenus. Des revenus pour la scolarisation des enfants. Nous apprenons beaucoup de choses ici, comme par exemple extraire le beurre de karité ainsi que la fabrication du savon. Étant saisonnière, lorsque la saison sèche passe, avec mes économies, je fais du commerce en attendant la reprise de l'activité. Pour ce qui est de ce travail, je suis fière, car cela m'a permis de scolariser mes enfants. Il y a un changement dans ma vie. Pour une économie solide au Burkina, les autorités du pays ont décidé d'accompagner le secteur privé. C'est ainsi que la maison de l'entreprise appuie ces femmes pour la conquête du marché international. Nous avons depuis 2008 un dispositif qui accompagne les entreprises membres de la filière à travers un groupe de femmes pour faciliter leur accès au marché nord-américain.
Et cet accompagnement a permis à ces femmes d'abord de renforcer leur capacité en marketing et de revoir la qualité de la production et aussi surtout de maîtriser certains process liés à ces questions de maîtrise de la qualité. De plus en plus, la mécanisation est une réalité dans cette chaîne de transformation. Cette mécanisation permet d'améliorer le rendement d'extraction et d'alléger le travail des femmes. C'est aussi une démarche qualité pour un marché international de plus en plus exigeant. Traditionnellement, les femmes le faisaient à la main, mais actuellement, nous faisons tout presque avec des machines, des appareils adaptés pour alléger le travail. Et après le parattage, il faut ébouillanter le beurre pour qu'il prenne sa forme liquide. Et après ça, il faut le filtrer et puis le conditionner. Mais si la mécanisation de la production est une réalité de nos jours, certains opérateurs économiques prônent l'industrialisation complète de cette filière pour plus de valeur ajoutée. C'est le cas de Maïmounata Velegda. Son groupe commercialise environ 30 tonnes par an pour plus de 10 milliards de francs CFA et emploie plus de 5000 femmes par saison. Si vous regardez les femmes qui sont dans les coopératives, je pense que c'est vraiment dur pour elles parce qu'elles demeurent pauvres. Ce qui me tient à cœur, c'est de leur installer une usine. Aujourd'hui, elles sont spécialisées dans la fabrication artisanale du savon avec les amandes de karité, des pommades et aucune de ces coopératives ne peut faire un chiffre d'affaires de 100 millions. Je peine donc à mettre ce projet d'usine en place parce qu'actuellement, ces femmes ne peuvent pas vendre 10 tonnes par an. Pays sahélien, les ressources forestières du Burkina Faso sont très limitées. Le pays perd chaque année des milliers d'hectares de forêt. À titre d'exemple, c'est environ 4% de son potentiel forestier qui se perd chaque année. Mais pour pallier cette difficulté qui touche aussi bien le karité, la direction des productions forestières initie des actions comme le greffage des plantes, des greffages qui permettent d'avoir plus de productivité. C'est ainsi que le karité, qui devait atteindre 30 ans avant d'entrer en production, greffé, il n'a besoin que de 7 ans. Samuel, que pensez-vous de la particularité de cette filière karité qui est d'avoir les femmes qui ont une place prépondérante à tous les maillons de la chaîne de production? Oui, je pense que c'est un moyen d'équilibrer la situation économique du pays, mais aussi les avantages sociaux que cela peut procurer, notamment aux minorités, aux couches les plus défavorisées, notamment les femmes qui se retrouvent en majorité dans des zones rurales. Ce qu'il faut quand même aussi souligner, c'est le défi qui doit être relevé par les pouvoirs publics, celui de passer de la production artisanale à une forte industrialisation, ce qui permettra non seulement d'accroître les revenus de ces femmes rurales, mais aussi de contribuer au développement des secteurs, des régions qui restent enclavées, qui restent sous-développées. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est un secteur qui est déjà important dans l'économie nationale et il faut capitaliser les acquis que le pays a pu enregistrer à partir des moyens rudimentaires. Il faut un investissement massif dans ce secteur qui permettra certainement d'apporter des solutions à d'autres problèmes sociaux. Il y a des femmes dans le reportage qui soulignent quand même le fait que cette opportunité leur a permis de financer les études de leurs enfants. Ça permet également de dynamiser l'économie locale. À partir du moment où les femmes peuvent cultiver et avoir des revenus relativement stables, ça leur permet de dynamiser, d'alimenter l'activité économique rurale. Gemal, c'est dans l'intérêt du pays que l'État soutienne ce produit africain qui est de plus en plus prisé par les grandes industries cosmétiques internationales, au même titre que l'huile d'argan, par exemple. Plus que jamais, et l'exemple de l'huile d'argan que vous donnez est très bon. C'est-à-dire qu'un produit comme celui-là, j'imagine qu'il faut une production assez importante pour parfois un produit fini, d'une quantité pas très élevée. C'est-à-dire que le rendement, lui, doit être très élevé pour que le résultat, lui, donne donc satisfaction aux populations. Évidemment, nous avons besoin donc de passer d'un produit tel qu'il est maintenant à un produit de luxe. La valeur ajoutée de l'argan, c'est qu'elle est devenue un produit de luxe.
Et donc, le produit fini est vendu à un prix tel qu'on est capable de le rentabiliser avec parfois peu de production. Et donc, c'est tout l'enjeu que les coopératives agricoles de l'huile de karité, l'État burkinabé, mais sans doute les pays autour, doivent donner donc à ce produit-là. Il faut bien entendu que la chaîne de la transformation, de la commercialisation soit mécanisée, modifiée, améliorée. Elles sont aujourd'hui très bonnes, mais enfin elles sont encore à un stade assez artisanal tel que nous l'avons vu dans le sujet. Et donc, pour passer à autre chose, il n'y a pas 10 000 schémas. Il y a l'obligation de donner une valeur plus importante au produit fini. La valeur importante au produit fini lui donnera autre chose. Il faut le passer donc de stade à ce qu'il est actuellement à un produit noble, à un produit donc la valeur sur le marché devient donc la valeur d'un produit de luxe. Je connais à peu près la même chose en Mauritanie sur donc ce qu'on appelle l'industrie de Toug. Toug est aussi un fruit très important, très demandé, mais en même temps, il faut plusieurs kilos pour faire 1 litre. Et donc, ça en fait une valeur très rare et très difficile. Pour qu'elle soit demain rentable et rentabilisée, il faut qu'elle passe absolument du stade où elle est à un stade donc de produit de luxe. Et donc, c'est tout l'enjeu que l'huile de karité a. Nous savons tous, d'ailleurs, les vertus de l'huile de karité sont assez connues et reconnues dans la région. Tous les pays autour connaissent la valeur de l'huile de la karité. Mais en même temps, on connaît ses vertus, mais on n'est pas encore passé à ce stade où le consommateur, lui, ayant un pouvoir d'achat très important, très élevé. Donc l'ouverture obligatoire à la commercialisation internationale. Dans le sujet, l'un des conseillers donc, de la boîte d'entreprise, de la société qui développe donc, les entreprises, dit une chose très bien, il dit nous avons l'obligation d'aller nous ouvrir au marché européen. Évidemment, tout l'enjeu est là. Il faut soit l'ouvrir donc aux classes moyennes ou supérieures africaines, ou alors l'ouvrir, et en même temps d'ailleurs, l'ouvrir à un marché donc européen très important. C'est tout l'enjeu, évidemment. Il faudrait qu'une politique publique de suivi se fasse. Il faut intéresser les vendeurs de produits de luxe à cela. Il faudrait que la pharmacie s'intéresse de plus près, de façon plus importante. Et là, encore une fois, vous avez raison, c'est les politiques publiques, encore une fois, qui peuvent le faire. Malik, pour s'ouvrir comme ça à un marché très concurrentiel international, est-ce qu'il faut que l'industrialisation devienne automatique? Oui, c'est une étape, je pense, indispensable. Mais il ne faut pas que ça se fasse aux dépens de la production, de la qualité de la production. C'est là tout l'enjeu, c'est de faire une production de qualité, une production industrielle, mais de qualité, pour permettre justement à ces producteurs d'investir le marché régional, hein, parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est 300 millions de consommateurs. Bien évidemment, ce sont plus les classes moyennes et élevées qui vont être intéressés par ce produit parce que c'est un produit qui n'est pas très abordable pour toutes les couches sociales, qui n'est pas abordable pour, pour tous les foyers, et bien évidemment les grands marchés internationaux, américains, les marchés aussi émergents et le marché européen. Mais le problème aussi, c'est pour arriver à cette production industrielle, le problème, il faut se pencher sur le problème du financement. Il faut permettre à ces femmes d'avoir des financements, d'accéder le microcrédit est en soi une possibilité pour ces femmes de développer encore plus leurs activités. Une opératrice parlait de la taille critique, c'est très important. La taille critique d'une entreprise pour passer à une autre étape et passer justement à cette production industrielle. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est l'enjeu aussi du financement, c'est permettre aussi l'État doit être un accompagnateur dans ce projet-là, il doit avoir ce rôle-là. Et c'est très important pour permettre à ces femmes de faire évoluer le contexte économique et social du pays. Samuel, d'après vous, comment permettre à ces petites productrices, souvent en milieu rural, d'accéder au marché international, d'exporter sur le marché international? Il y a plusieurs choses à faire. Il y a le défi lié à la formation. Parce que quand on parle d'industrialisation, on fait face à une série de défis. Il faut que ces femmes qui sont habituées à la production artisanale soient suffisamment outillées pour continuer à travailler dans le secteur, à pouvoir s'intégrer dans le tissu industriel. Et pour ça, il faut que l'État mette en place des moyens à la formation de ces femmes rurales. Ensuite, il faut doter le secteur d'infrastructures adéquates qui permettent non seulement la production dans des zones reculées, mais le transport des produits qui en sont produits. Donc il faut absolument une part importante, une présence significative de l'État dans cette politique d'industrialisation et de commercialisation.
tout part de la volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas d'activité économique. Donc c'est le secteur politique, c'est la direction politique du pays qui impulse le développement multisectoriel du pays. Donc sans cette aide de l'État, qui doit aussi assurer la protection de ces femmes, parce que quand l'industrialisation arrive, il y a des conséquences dramatiques, des conséquences sociales, la reconnaissance institutionnelle, la reconnaissance officielle de ces pauvres femmes qui n'ont autre activité que la production de ce produit. Donc il faut mettre en place non seulement des mécanismes qui permettent la formation des femmes, l'intégration des femmes dans le circuit industriel, mais la protection sociale de ces dernières. Alors Gemal, justement, on a parlé des coopératives dans ce reportage. Est-ce que ce type de groupement est essentiel pour favoriser cette activité ? Je ne sais pas si c'est essentiel, c'est comme ça. C'est-à-dire que depuis toujours, l'organisation est faite sur les coopératives. Et je pense en soi que le modèle de coopérative est bon. Le modèle de coopérative est bon parce qu'il mutualise donc les charges. Et donc, je crois qu'il n'est même pas question de faire autrement. Après, l'idée est comment passer donc de cette étape artisanale à une étape supérieure. Et là, encore une fois, le microcrédit, pourquoi pas? Moi, je n'aime pas beaucoup le microcrédit, mais c'est un autre débat. Mais il faut du crédit. Mais avant le crédit, et avant toute chose, il faut que ce produit, dont la qualité n'est évidemment pas discutable, tout le monde sait qu'il a des vertus réelles, il faut qu'il passe du stade où il est maintenant à un stade de produit de luxe. Il faut que ce qui a été possible pour l'huile d'argan soit possible pour la karité. Et donc, une fois qu'on aura franchi ce pas-là, à ce moment-là, on va avoir évidemment des produits de luxe, donc des prix de luxe, donc très élevés. Et à ce moment-là, la conséquence sur les coopératives au départ, c'est la transformation. Donc les nouvelles techniques de commercialisation sont évidemment automatiques. Mais là, encore une fois, la difficulté majeure que rencontre aujourd'hui la karité, de mon point de vue, et je ne suis pas un grand connaisseur de la karité, mais enfin, tel que le reportage nous l'a dit et tel que nous le voyons, en tout cas c'est les exemples qu'on a autour de nous, c'est que nous avons l'obligation donc de faire de ce produit de luxe, qui est un vrai produit de luxe, une vraie valeur de produit de luxe. Et donc ça c'est l'enjeu des coopératives, des administrations publiques qui les suivent et de la politique publique nationale du Burkina Faso. Merci messieurs, nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.